Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, je vous invite à la rencontre d'une jeune femme de passion et de défis qui rêve de partager sa passion au plus grand nombre. Mélanie Duro est une passionnée de foot. Elle nous partage ses connaissances et ses analyses sur le ballon, dans les ondes, ou sur les ondes plutôt, et sur Internet, dans son podcast 100% national. Depuis avril, Mélanie participe à l'émission de Canal+ au micro pour devenir la nouvelle voix des matchs de foot retransmis sur la chaîne cryptée. C'est donc foot, médias et Stade Rennais que nous allons parler avec Mélanie Duro dans Rencontre. Bonjour Mélanie Duro. Bonjour Franck. Qui est Mélanie Duro ? Déjà, vous avez fait un très bon résumé là, en introduction. Sinon, je suis une... on va encore dire jeune femme, j'ai pas 40 ans, 38 ans, ça passe. Je suis née à Saint-Brieuc, je suis bretonne. Je vis aujourd'hui à Rennes depuis environ 20 ans. Et toujours passionnée de foot depuis ma plus tendre enfance. Depuis la plus tendre enfance. Alors, ouais. Le foot donc, fait partie de ta vie depuis toujours, mais quelle sportive étais-tu adolescente ? Alors moi j'ai commencé le sport très très tôt parce que j'aimais beaucoup ça, donc en club j'entends, parce que j'ai joué au foot avec mon frère dès que j'ai marché. Et puis à 5 ans je suis partie faire des arts martiaux parce que ma mère pensait que j'avais besoin de me canaliser, j'étais un peu trop énervée et en fait moi je voulais juste faire du foot. Mais à l'époque on est dans les années, en 90, le foot et les filles c'est compliqué. Et puis à force d'insister elle a fini par accepter, donc en 95 à 10 ans j'arrive à intégrer le club de Saint-Brieuc qui s'appelle à l'époque Chafoto et Maury, club uniquement de filles. On est le seul club des Côtes d'Armor en fait, avec les petites filles, les grandes aussi qui jouent en première division de foot féminin. Et là j'ai pu vraiment faire du foot comme j'avais envie et faire des matchs. Et c'était incroyable, même si j'étais encore un peu agressif sur le terrain. Donc c'était bien avant l'EAG et l'équipe féminine de l'EAG. Ah oui, puisque Guingamp a un peu récupéré le club. Voilà, quelque chose qui ne va pas forcément plus. Mais je pense que si j'étais encore à Saint-Brieuc à ce moment-là, j'aurais refusé de porter le maillot de Guingamp. On va être très clair. Pourtant, c'est les mêmes couleurs, rouge et noir. Oh oui, mais non. Il n'y a qu'un club rouge et noir, c'est le Stade Rennais. Alors, si je te dis, justement, Stade Rennais, si je te dis musique sacrée, à quoi cela te fait penser ? Musique sacrée, ça me fait penser à la Ligue des Champions. Enfin, la seule et unique campagne du Stade Rennais en Ligue des Champions où j'avais pu participer un petit peu puisque j'avais fait le modèle photo pour le match Stade Rennais-Chelsea. Chelsea, voilà, sur l'écran, panneau d'arrêt de bus là, et partout, tout ça, ouais. Partout. On voyait Mélanie Duro en supportrice du Stade Rennais avec justement le mot musique sacrée marqué en gros dessus. C'était le titre de la campagne. D'ailleurs, ça rappelle quand même, parce que malgré les mauvais résultats cette année, que Rennes a quand même fait la Ligue des Champions avant Brest, contrairement à ce que peuvent penser certains et dont des Brestois. Non, Rennes a bien réussi à finir 3e un jour dans le championnat Ligue 1 et avant le Stade Brestois qu'on félicite quand même au passage. Bien sûr. Avant de parler justement Stade Rennais, de haut micro, nous allons écouter la chanteuse Oshi avec Marcel, un joli morceau en hommage à son papy. J'ai beaucoup de choses à dire, il faudrait toute une vie pour te remercier papy de tout ce que tu m'as appris. J'ai envie de m'enfuir quand je te vois dans ce lit. Que dire avant le pire, à côté de mamie. J'ai beaucoup de choses à dire, mais les mots ne sortent pas. Mes yeux veillent tes soupirs, du coup mes yeux ne clignent pas. Je t'empêche de dormir, entends-tu le son de ma voix? Toi qui disais que partir voulait dire on se reverra. Et même si demain je n'entends plus le son de ta voix, au ciel je lèverai les mains pour te garder contre moi. Voyager, t'aimer ça, mais les étoiles ça fait un peu loin. Marcel, 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 Marcel,
J'avais tant de choses à dire, mais la vie n'attend pas. Et je t'ai pas vu partir, je voulais pas voir ça. Comment réagir? Pourquoi mes larmes sont un poids? T'avais dû bâtir avec tes armes un soldat. T'auras plus à souffrir, je le ferai à ta place. J'ai presque envie de mourir, car déjà tu t'effaces. Je me mets à courir pour mieux suivre ta trace. Mais à quoi bon fuir? C'est si loin l'espace. Et même si demain je n'entends plus le son de ta voix, au ciel je lèverai les mains pour te garder contre moi. Voyager, t'aimer ça, mais les étoiles, ça fait un peu loin. Marcel, 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 Marcel. Tu sais, je voudrais garder ton sourire et l'imprimer dans le ciel. Tu sais, faudrait qu'à chaque soupir tu rallumes le soleil. Je voudrais rouvrir mes souvenirs, qu'ils deviennent éternels. Ils resteront dans mon empire, on frôlera les gratte-ciel. Tu mets les voiles et mon bateau un peu le tournis devient réel et gère d'en haut le film de ma vie. Je t'ai promis à l'hôpital que je verrai sur mamie. Moi j'aime encore plus les étoiles depuis que t'en fais partie. Marcel, 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 Marcel. La géocère, la baie des champs, tous ces souvenirs immortels. Marcel, mes premiers concerts, mes instruments, tout est vinyle de Brel. Marcel, Marcel, balalala, 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 balalala. Ce que je te donnais, sur un 2. La musique alors. La musique alors. Voilà, c'était Marcel Dauchy qui rend hommage à son papy et se rappelle de sa passion pour le club de Giroud, l'AGI Auxerre. Ce n'est pas de l'AGIA bien sûr que nous allons parler, mais du Stade Rennais avec ma rencontre du jour, Mélanie Duro. Comment t'es venue cette passion pour le Stade Rennais ? Alors ça a été assez tôt, hein, vu que j'ai aimé le foot assez tôt, mais c'est vrai qu'à la base, étant de Saint-Brieuc, je supportais le Stade Briochin, et Rennes c'était le grand club de la région, et qu'on aimait beaucoup aussi dans la famille. Et en fait, à partir de mes 10 ans, ma mère a accepté que j'aille avec mon frère au stade de la Route de Lorient à l'époque. Et là, de les voir en plus en vrai, c'était pour moi incroyable. Et la passion du Stade Rennais a pris un peu le dessus sur celle du Stade Briochin. Je pense tout simplement parce que le niveau était au-dessus et qu'on était... Voilà, en Ligue 1, je les ai vus jouer en D2 à l'époque, d'ailleurs le Stade Rennais contre Saint-Brieuc. Mais là, on était en D1, c'était vraiment grand club et c'était des souvenirs incroyables parce que les joueurs étaient beaucoup plus accessibles qu'aujourd'hui. Et moi, j'ai des souvenirs avec plein de joueurs de cette époque, 97-98, où on pouvait faire des photos avec eux, passer du temps avec eux, parler avec eux. Très accessible, oui. Hyper accessible. Et puis, clairement, Saint-Brieuc, le Stade Rennais jouait pour ne pas descendre, c'était le maintien. Ouais. Donc, il n'y avait pas non plus grand monde à aller les voir aux entraînements. Et moi, avec mon frangin, on allait les voir et on passait du temps avec eux à ramasser les plots dans le vestiaire. C'était vraiment... à cette époque-là, ils s'entraînaient derrière la Route de Lorient. Le terrain d'entraînement était vraiment à côté du stade. Voilà. Et on les ramenait le long du stade. Pour les plus jeunes, derrière la Route de Lorient, c'est en fait derrière la tribune Mordel. Exactement. Voilà, exactement, là où se trouve maintenant le parking et puis où accèdent les joueurs. C'était de l'autre côté. C'était côté Moulin du Comte. Exactement. D'accord. Ouais.
Où il y a aussi Ah un oui. parking d'ailleurs. Ouais. Oui, ouais, voilà. Maintenant c'est le parking et les bureaux du centre de formation, je Exactement, crois, enfin, ouais. ou l'internat qui était là. J'ai vu le premier entraînement de Kaba Diawara d'ailleurs. De Kaba Diawara. ouais. Ah, Et Kaba. il y avait tellement personne qui m'a dit bonjour. Kaba Diawara est un joueur c'est un joueur essentiel dans l'histoire du Stade Rennais en fait, parce Ouais. que sans Kaba Diawara, on serait peut-être plus en Ligue 2, même pas, on serait peut-être même en National, voire National 2. Alors j'aime beaucoup le national, mais c'est vrai que ça m'arrange de pas voir le Stade Rennais dans cette division. Kaba Diawara, je pense que c'est le joueur qui est resté le moins longtemps à Rennes. Mhm. Il était prêté quand même de Bordeaux, il est resté 6 mois et qui a marqué l'histoire du Stade Rennais avec ce but contre Toulouse incroyable et qui sauve Rennes et qui envoie Guingamp en D2. Et qui envoie Guingamp. Cerise sur le gâteau. Voilà. Bon, Guingamp aura eu sa revanche quelques années plus tard, Ouais. une dizaine d'années plus tard, en nous privant de Coupe de France. La saison, justement, on parle du Stade Rennais, la saison vient de se terminer. Comment toi tu expliques l'échec de cette saison du Stade Rennais? Ouais, c'est un échec. C'est vrai que beaucoup de gens parlent de Florent Maurice, mais je pense que c'est un échec vraiment collectif, global. Il y a eu beaucoup d'erreurs, certes sur le recrutement, certes aussi avec Bruno Genesio. Faut pas oublier non plus que il est un petit peu cramé, je pense, Bruno, quand il réattaque cette saison-là. Des joueurs qui n'ont pas été au niveau, des joueurs, des cadres qui ont été irréguliers toute la saison. Et rien n'a été. Rien n'a été. On a eu, je pense, vraiment un super moment contre le Milan AC. Moi, j'essaye de garder ça en mémoire. Mhm. Et puis j'espère qu'on repartira sur de meilleures bases, mais il y a beaucoup de choses à jeter quand même sur cette saison, même sur des victoires qui n'ont pas été flamboyantes non plus. On n'a pas beaucoup vibré par rapport aux dernières saisons, malheureusement. Les objectifs étaient-ils pas trop élevés, justement, ou peut-être? Objectif peut-être démesuré de viser un podium avec le recrutement qu'on avait. Moi, ça m'a donné un peu le sentiment que on regardait pas ce qui se faisait dans les autres équipes, parce que moi je voyais les joueurs qui signaient, je voyais l'effectif de Lille, je voyais l'effectif de Monaco, je me disais mais là ils sont au-dessus de nous, et je parle même pas du Paris Saint-Germain bien sûr, mais il y avait quand même plusieurs équipes où j'étais moi personnellement inquiète. Je me disais bon, Lens, ils perdent Fofana, ils perdent Openda, on va peut-être passer devant eux, et puis finalement même pas. Mais j'étais inquiète en voyant l'effectif des autres qui pour moi c'était mieux renforcé que le Stade Rennais. Voilà, et après il y a peut-être eu aussi des erreurs du propriétaire, peut-être de ne J'ai pas pas entendu le début de ta question, excuse-moi. Il y a peut-être eu aussi des erreurs du propriétaire, peut-être de pas se mettre plus en avant dans le club et vraiment laisser les clés du camion au triumvirat Kolarek, Maurice et Genesio. En même temps, je pense que chacun a son poste. Et moi, je trouve pas ça déconnant sur le fonctionnement. Après, si on en revient au recrutement, je pense qu'il y a des joueurs qu'on a essayé de faire signer, que Florian Maurice a essayé de faire signer, qui n'ont pas pu signer. Et ça... Pour pas non plus, je pense, enfoncer les joueurs déjà présents. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu de mensonge en disant bon, on veut faire confiance à cette défense très jeune. Je suis pas sûre que ce soit un choix vraiment. Après, dans la communication, ils ont fait des choix, mais j'ai du mal à imaginer que ce soit vraiment un choix de laisser. Je parle de la défense parce que c'est ce qui a posé problème, mais je me dis que c'est peut-être un problème de faire signer des joueurs. Et là, sans Coupe d'Europe, c'est aussi ce qui m'inquiète pour la saison à venir, c'est que si en étant européen depuis 6 ans, on a du mal à faire signer des joueurs, qui on va réussir à faire signer cette saison alors qu'il n'y a rien, quoi. On n'est plus européen, voilà. Je pense peut-être aussi une question de salaire aussi. Il y a eu, on sait beaucoup, j'ai l'impression, moi de mon regard extérieur bien sûr, mais en étant moins proche que toi ou d'autres journalistes rennais proches du Stade Rennais, qu'il y a cette barrière, on a le plafond salarial, on ne veut pas dépasser une certaine somme dans le salaire. Alors c'est tout à l'honneur, bien sûr, du Stade Rennais, parce que moi je trouve que les salaires dans le foot sont exorbitants et injustifiés, mais par contre on sent que c'est peut-être là que le bas blesse, quoi. Peut-être qu'en élevant cette masse salariale pourrait peut-être faire venir des joueurs un peu plus expérimentés, un peu plus talentueux. Moi, ce qui me pose question par rapport à ça, c'est de se dire si on prend 2 joueurs avec un salaire énorme par rapport aux autres, ça peut aussi créer des problèmes d'ego dans le vestiaire, et je voudrais pas que parce qu'on a l'argent de Monsieur Pinault, on devienne un club avec des individualités
un petit peu comme le Paris Saint-Germain. Je préfère non. toujours le collectif. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ce salary cap du Stade Rennais. Et on n'a qu'à regarder le Stade Brestois. On va pas très très loin. Je pense qu'ils n'ont pas les mêmes salaires que même qu'à Rennes, sans parler du Paris Saint-Germain. Et ils arrivent à faire quelque chose de par une autre chose, un collectif, une entente aussi entre les joueurs. Et je pense qu'il faudrait peut-être plus axer sur le côté humain que sur le côté salaire. Côté salaire. Depuis, on parle de football, on a parlé aussi femmes, et tu disais que dans les années 90, pour pouvoir intégrer un club de foot féminin, c'était la croix et la bannière, même dans les Côtes d'Armor. Comment t'expliques justement que les femmes, en général, n'arrivent pas à trouver leur place vraiment et à s'installer durablement dans ce milieu masculin? Tu parles côté journalisme joueuse, journaliste, même dirigeante ou arbitre. Alors on voit Madame Frappard qui est souvent conspuée et même plus que ça. Je trouve que la femme vraiment dans son ensemble, on parle des femmes, des joueuses ou l'équipe de France. Je vais rappeler que c'est Amandine Henry, je crois, qui s'est plaint que à Lyon ils n'arrivaient pas à remplir le stade pour un match de l'équipe de France, alors que Lyon c'est quand même la capitale du foot féminin en France. Complètement, ouais. Donc qu'est-ce qui peut expliquer ce manque de considération pour les femmes dans le milieu du foot? Je pense que par rapport à moi, à l'époque où j'ai commencé le foot, il y a quand même des avancées. Même si clairement je trouve que ça va pas assez vite, mais déjà aujourd'hui les petites filles peuvent trouver des clubs de foot, et ça c'est déjà une bonne base. C'est qu'il y a des clubs de foot, en tout cas en Bretagne. Je connais pas les clubs dans toute la France, mais en Bretagne franchement, si une petite veut jouer au foot, elle va trouver un club pas loin de chez elle. Donc bonne chose. Maintenant, sur les joueuses qui sont professionnelles, il y a toujours ce problème d'infrastructure qu'on voit dans des clubs aussi pas très très loin de chez nous, où elles sont pas considérées, où on les fait pas jouer sur le terrain des hommes. Il y a plein de choses qui vont pas par rapport à ça, des moyens financiers qui sont pas mis pour les femmes. C'est dommageable. Même sur les sélections nationales, il y a quand même des différences aussi, et sur les staffs également qui sont mis en place dans les équipes féminines. Mais déjà il y a du staff, ce qui n'était pas le cas avant. Donc en fait il faut à chaque fois se réjouir parce que ça avance, mais en même temps, on ne peut pas se contenter de ce qu'il y a aujourd'hui. Il faut que ça avance plus vite que ça. Après, sur le côté, il y a on va dire, staff aussi, des femmes qui passent leur diplôme. Il y en a quand même de plus en plus, mais elles sont minoritaires. Sur le diplôme d'entraîneur, je crois qu'il y en a une ou deux, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais évidemment, ce n'est pas la majorité. On n'est même pas sur une mixité. Donc j'espère qu'à un moment, ça viendra, une mixité autant d'hommes que de femmes. Mais on sait que c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles non plus. Et quelqu'un qui a 30 ans se dit je veux entraîner une équipe professionnelle masculine. Il n'y a pas beaucoup d'exemples à part Corinne Diacre aujourd'hui. Justement, j'allais parler de Corinne Diacre. Est-ce que le putsch qu'il y a eu en équipe féminine vis-à-vis de Corinne Diacre n'a pas en plus desservi la cause du foot féminin et puis de l'accessibilité des femmes vers le poste de coach? Après, ce qui est embêtant dans cette histoire, c'est aussi la façon dont Monsieur Le Gret en a parlé, qui était à l'époque président de la Fédération française de football, qui dit les crépages de chignon. Il parle de crépages de chignon. Ça me rend dingue parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes sont au genre, c'est juste elles sont pas capables de s'entendre entre elles. C'est du crépage de chignon, elles ont qu'à gérer ça entre elles. Moi j'étais scandalisée de lire des choses comme ça. Après on peut avoir des problèmes avec un sélectionneur, une sélectionneuse. Ça arrive pas forcément chez les femmes, ça arrive aussi chez les hommes. Regardez en équipe de France, je me rappelle d'une certaine Coupe du Monde en Afrique du Sud. Bon, on n'a pas parlé de crépage de chignon, mais par contre, quand c'est des femmes, le vocabulaire est différent. Et quand ça vient en plus du président de la FFF, c'est dommageable. J'espère en tout cas que les gens ne retiennent pas que ça de femmes entraîneuses, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'il est Guingampais qu'on a cet avis sur Noël Le Gret. C'est bien parce qu'il était président de la FFF. Effectivement, les gens savent bien que je ne suis pas une supportrice de Lana Bangagan, mais c'est vraiment sur le poste qu'il a eu, sur ce qu'il a fait pour les femmes. Je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, c'est pareil au niveau journaliste. Du coup, c'est pareil. Vous êtes
peu nombreuses à être, même s'il y a de plus en plus de femmes. Il y a eu un magnifique documentaire de, j'ai plus le prénom, Portolano. Marie, voilà, qui parlait justement de cette place des femmes dans le milieu du journalisme sportif, en particulier du foot. Comment toi tu le ressens, toi qui as voulu mettre le pied à l'étrier dans ce milieu-là? Comment toi t'as perçu ça, cette arrivée, cette rentrée dans ce milieu-là? Écoute, moi je suis toujours en train de mettre le pied à l'étrier, toujours, tu vois, ouais. parce que je suis pas encore en place, donc je suis toujours en train d'essayer de mettre le pied à l'étrier. Après, ça fait des années que j'essaye d'y travailler, j'y arrive pas, et c'est compliqué de savoir si c'est parce que je suis une femme. C'est compliqué de savoir si c'est parce que voilà, j'ai plein de tatouages, par exemple, ça peut être ça aussi. Ou alors si je manque de compétences. Donc c'est pour ça que ce qui s'est passé avec Canal+, c'était très bien pour moi pour avoir un retour déjà sur est-ce que je suis compétente ou pas, parce que on peut essayer de se donner à fond dans quelque chose et puis à un moment pas avoir le niveau par rapport à d'autres. Moi j'ai pas fait d'école de journalisme non plus, donc je sais que ça m'a porté préjudice évidemment. Je pense qu'il y a eu un mélange de tout. Maintenant quand j'écoute j'espère mes futurs consoeurs, je dis pas consoeurs encore, ça me rend triste parce qu'on se dit si tu veux intégrer une rédaction sportive t'as intérêt à bien t'accrocher parce que ça va pas être facile tous les jours. Ça aussi c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Il y a aussi des personnes en place dans les rédactions qui essayent de faire changer les choses. C'est pas encore le cas partout, mais pour donner un exemple très concret, j'ai rencontré le directeur des sports de Canal+. Je n'ai aucun doute sur son envie d'intégrer des femmes journalistes. Et je le dis parce qu'il a fait signer des CDI à 8 femmes l'année dernière. D'accord. Sur 12 CDI proposés. Et pas parce que ce sont des femmes, juste parce qu'il les trouve compétentes. Et dans son discours, je ne parle pas forcément qu'il est avec moi. Quand je l'entends dans les médias, je sens une vraie sincérité et une vraie envie de faire bouger les lignes par rapport à ça. Et on a besoin de personnes comme ça aussi à la tête des rédactions sportives pour intégrer les femmes. Et puis plus il y en aura, plus elles seront de plus en plus nombreuses dans les écoles de journalisme et plus elles seront nombreuses, pourquoi pas aux commentaires de match. Voilà, justement on va en parler de ce qui se passe à Canal+. Depuis avril, c'est une émission qui s'appelle Au Micro. Comment as-tu intégré cette aventure en fait? Comment c'est parti de la genèse? Alors c'est parti d'un article dans l'équipe que je lis un lundi matin si je me trompe pas, avec mon café, et donc je vois justement l'interview du directeur des sports de Canal, Thomas Sénécal, qui dit lancer un grand casting géant de commentateurs, et je me dis il faut que j'y aille. Même si j'ai pas commenté de match par rapport à tout ce que j'essaye de mettre en place depuis des années, il faut que je le fasse. Et donc je postule sans trop y croire. Tu avais commenté quelques matchs avec François Rosy de France Bleu Armorique. Alors j'avais commenté un match en Ligue des Champions contre Krasnodar, mais côté consultante. Ouais. Donc j'avais juste la tactique à m'occuper. C'est lui qui menait très bien. Ça m'allait très bien. Et sur France Bleu Bray-Zizel aussi avec le journaliste Nicolas Blanza, un Rennes-Lorient, et j'étais aussi côté consultante. D'accord. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas le même métier. Non, c'est pas le même métier parce que déjà on se laisse porter par le journaliste qui est vraiment le leader du binôme, et puis on est vraiment là que pour donner des précisions tactiques, donc on a le temps de regarder le match, on n'est pas si on rate une action c'est pas dramatique, etc. Beaucoup moins stressant d'être consultante. Mais c'est déjà une certaine expérience bien sûr. Et donc sur l'aventure là au micro, du coup donc tu t'es inscrite, tu as été contactée. J'ai été contactée, j'ai passé un entretien. Tu as passé un entretien, premier entretien. Il fallait que je parle de mes passions pour le Stade Rennais, pour le Stade Briochin, pour le foot en général, de ma vie aussi, de ce que je faisais dans la vie, et puis des questions de culture générale aussi sur le foot. Et puis après, j'en ai eu 2 autres encore entretiens. Il y a eu plusieurs étapes en fait, comme ça, qui ont duré tout l'été 2023. Et j'ai su mi-septembre que j'intégrais les 30 candidats en fait, qui allaient être filmés pour l'émission. On était 10 000 au départ, et donc il y a eu une grosse sélection. Et on s'est retrouvés à 30. D'accord. Donc quand on est dans les 30 sur 10 000, on peut commencer à se dire qu'on a un peu les compétences quand même pour... Oui, déjà d'être dans les 30, je me suis dit, c'est que t'es pas non plus complètement à côté de la plaque. Voilà, c'est pas largué. C'est sûr. Avant de clôturer,
donc avant de faire ce casting, tu as participé, donc on disait avec France Bleu Armorique, France Bleu Isel. Tu as également travaillé pour la presse papier, écrite, que ce soit Rennes Sport ou le Télégramme. Et aujourd'hui le Télégramme. Aujourd'hui toujours le Télégramme. Chez nos amis à la télé de TV Rennes, tu interviens de temps en temps en pleine lucarne. Ouais. Donc en fait, ça te fait déjà une grosse expérience, j'ai envie de dire. Et puis également du podcast. Je le disais en intro, tu as un propre podcast qui s'appelle 100% National. Foot National, mais c'est presque ça. Foot National, pardon. Et en plus j'ai marqué Foot National, moi, mais je sais pas me redire. C'est pas bien grave. Et du coup, tu as également participé, et là on va saluer Julien et Vincent, avec qui tu avais lancé il y a quelques années déjà. La causerie des Rouges et Noirs. La causerie des Rouges et Noirs. Que bon souvenir, ça. Un magnifique rendez-vous pour les passionnés des Rouges et Noirs, et les supporters en général, où vous donniez la parole. Toutes ces expériences-là présentes t'ont aidé au micro ? Alors ça m'a... oui et non. Parce que les exercices sur lesquels on a été évalué, c'était des choses que je n'avais jamais faites. Après, par exemple pour la palette tactique, qui était l'épisode mi-mai, l'épisode 6, moi j'ai fait des articles de tactique bénévoles, mais c'est que j'ai passé du temps à les faire. Sur justement le podcast La causerie des Rouges et Noirs, je faisais une analyse tactique du futur adversaire du Stade Rennais, donc j'avais des connaissances qui étaient assez solides et qui m'ont en tout cas permis, alors c'est pas de faire une palette, mais d'être moins stressée que sur un commentaire de match. Donc ça m'a aidé. Et sur les commentaires, clairement, pour en avoir échangé avec d'autres concurrents qui sont pas passés, le fait d'avoir déjà eu un casque sur les oreilles, de savoir ce que c'est un retour son, et ben oui, ça m'a aidé parce que moi j'ai pas été perturbée par ça, et d'autres l'ont été parce que c'était une première fois et c'est quelque chose que ils avaient pas anticipé du tout. Moi j'ai pas anticipé, je me suis même pas posé la question, mais c'est normal parce que j'en ai l'habitude. Donc il y a eu des choses comme ça où ça m'a aidé, bien sûr, d'avoir ces expériences là. D'accord. Et ça t'a redonné envie de percer, du coup, dans ce métier, dans ce domaine ? Moi, avant l'annonce du casting, une semaine avant, j'avais décidé de tout arrêter dans le foot parce que je n'arrivais pas à en vivre, ni même des fois à en gagner ne serait-ce qu'un peu d'argent. Donc j'avais dit, il faut que je passe à autre chose parce que il y a la réalité de la vie, de mes factures, et qu'à un moment, je m'en sors pas. Et quand c'est arrivé, je me suis dit, c'est quand même fou de lâcher ça et paf, on a le casting qui arrive. Donc évidemment, ça m'a remotivée. Maintenant, si cette émission, malheureusement, soit je la gagne pas, soit m'apporte rien, je pense que j'insisterai pas pendant 5 ans encore à essayer d'y travailler. Je crois que c'est maintenant ou jamais, on va dire. Et puis, si ça marche pas pour moi, je sais pas, je ferai un refuge de chats dans le fin fond des Côtes d'Armor et je vivrai une vie paisible. Avec des chats, c'est formidable. Oui. Bon, merci beaucoup Mélanie d'avoir accepté cette rencontre. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Merci également au restaurant Chez ma tante à Rennes de nous avoir accueillis. C'était Rencontre avec Mélanie Duro. Belle fin de journée à tous. Ciao. Salut.